Bonsoir et bienvenue à la bibliothèque des rêves. Qu'est-ce que vous pensez d'un peu plus d'histoire pour ce soir? Dans cet épisode, je vais vous emmener en Asie, en Afrique et en Amérique pour évoquer 3 cités anciennes, abandonnées il y a longtemps. On découvrira qui y vivait, quand et ce qui leur est arrivé. Si vous aimez ce genre d'histoire de villes perdues, j'avais déjà fait un épisode sur Pompéi, Angkor et Grand Zimbabwe, un autre sur les cités mayas, et il y en aura encore d'autres à venir sur Petra ou Mycène. Mais ce soir, on va déjà partir pour le Pérou et Machu Picchu, la ville, ou plutôt la grande résidence Inca, probablement la plus célèbre, même si elle n'était pas la plus grande. Ensuite, on ira en Afrique, ce qui est aujourd'hui le Soudan, à Méroé, la capitale pendant plusieurs siècles du royaume de Kush, en Nubie. Et enfin, en Asie, dans la vallée de l'Indus, à Mohenjo-Daro, une des plus anciennes, si ce n'est la plus ancienne, des villes connues au monde. On sait peu de choses de la culture qui a fondé et développé cette ville, mais ça sera l'occasion de parler de la civilisation dans la vallée de l'Indus. Donc ça va être un grand voyage, alors installez-vous confortablement et n'hésitez pas à fermer les yeux si vous le désirez. Si vous vous endormez avant la fin, vous pourrez toujours revenir une autre fois. Merci aussi de vous abonner, commenter ou évaluer cet épisode sur la plateforme où vous écoutez. C'est important pour que cette émission se développe. Et maintenant, commençons notre voyage d'exploration. Pour commencer, on va partir pour un site mondialement célèbre, à couper le souffle, celui de Machu Picchu, au Pérou. C'est un endroit dont vous avez vu des images, même sans y être allé. Dans les montagnes, au sud du Pérou, près d'un pic, entre le gris des roches, le vert de la forêt et le bleu du ciel, se trouvent les vestiges d'une grande résidence, équivalente à une cité en miniature, un palais, où résidait parfois l'empereur des Incas, le Sapa Inca. C'est à 80 km de la capitale de l'Empire Inca, Cusco, une ville qui, elle, est toujours habitée aujourd'hui. Machu Picchu n'est pas la plus grande des ruines Incas, ou la plus ancienne, mais elle est la plus célèbre. Déjà à cause de sa beauté, son site extraordinaire, à cause aussi de son importance comme résidence impériale, et enfin grâce à l'histoire de sa redécouverte. Elle n'a jamais été complètement perdue et oubliée. Le site avait été abandonné, mais les habitants des villages à proximité connaissaient son existence, cachée sous la forêt qui l'avait entièrement recouverte. Mais c'est un site reculé, difficile d'accès, et les archéologues ne s'y étaient jamais vraiment intéressés avant le XXe siècle. Pour comprendre ce qu'est Machu Picchu et ce qui lui est arrivé, il faut déjà commencer par parler de l'ascension et de la chute de l'Empire Inca. Dans l'Amérique précolombienne, l'Empire Inca était de loin l'État le plus étendu au début du XVIe siècle, quand les Espagnols commencent à conquérir et coloniser le continent. La conquête des Incas par les Espagnols commence en 1532
alors qu'ils ont déjà établi leur domination plus au nord, au Mexique. 40 ans plus tard, le dernier bastion inca tombe entre leurs mains. Au moment où arrivent les conquistadors, l'Empire s'étend le long de la côte pacifique, le long des Andes, sur des milliers de kilomètres. De ce qui est aujourd'hui l'Équateur, au nord, jusqu'au milieu du Chili, au sud. Et son cœur historique correspond au Pérou. Mais les Incas ne sont que la dernière civilisation, sans doute la plus expansionniste, de nombreuses cultures ou civilisations qui les ont précédées dans cette région du monde, en commençant des milliers d'années plus tôt. Avant leur transformation en empire, les Incas sont un peuple qui vit sur les hauts plateaux du Pérou. Au XIIIe siècle de notre ère, donc moins de 400 ans avant que Christophe Colomb arrive en Amérique, ils commencent à s'étendre. Et cette expansion va être spectaculaire. Ils fixent leur capitale à Cusco, et par la diplomatie ou par la guerre, ils soumettent les nombreux peuples qui les entourent, au nord et au sud, au cours de plusieurs générations. À force de s'étendre, ils finissent par dominer une très grande région, et ils atteignent leur apogée territorial au début du XVIe siècle, juste au moment où, plus au nord, dans les Caraïbes et au Mexique, les Espagnols sont en train de s'installer. Peut-être que sans cette interférence extérieure, qui les a détruits, les Incas se seraient agrandis encore plus. Mais en tout cas, comme ils étaient complètement séparés géographiquement de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique, ils ont suivi un développement culturel et technique original, un chemin particulier de civilisation. Ils avaient découvert ou hérité des cultures qui les avaient précédés, tous les savoir-faire techniques qui en faisaient une culture techniquement évoluée. Poterie, tissage, métallurgie. Ils avaient des villes et une architecture et un urbanisme assez avancés. Et même parfois dans certains domaines, comme l'agriculture ou la médecine, ils avaient des connaissances uniques. D'un autre côté, ils étaient encore à l'âge du bronze. Ils n'utilisaient pas le fer. Ils n'utilisaient pas non plus la roue comme moyen de transport ou aide à l'agriculture. Et ils n'avaient pas d'écriture. Il n'y a pas de texte inca qui date d'avant la conquête, contrairement aux documents que d'autres cultures précolombiennes ont produits en Amérique centrale et au Mexique. Pas d'écriture, mais ils constituaient des archives et ils communiquaient à distance en utilisant des quipus, qui étaient des ensembles de cordelettes et de nœuds qui étaient arrangés pour porter de l'information, selon un code qui s'est en grande partie perdu. À côté de ça, ils étaient de grands bâtisseurs de routes, avec un grand réseau qui atteignait tous les coins de leur empire. Ils produisaient aussi un artisanat très raffiné, et ils arrivaient à s'adapter à des régions très différentes les unes des autres. Pas seulement les hauts plateaux et les montagnes des Andes, ils gouvernaient aussi de grandes étendues de côtes, de déserts et de jungles, sous des climats très différents. Et, comme au XVe siècle notamment, ils grandissent très vite par annexion de régions très éloignées. Ils terminent avec beaucoup de langues et de cultures différentes dans leur empire. Ce qui les unifie, c'est l'État, une administration développée et centralisée, et aussi une politique d'assimilation.
Il semble aussi qu'ils n'hésitent pas à déplacer de grands groupes de population d'un bout à l'autre de l'Empire pour peupler des régions qu'ils veulent mettre en valeur et aussi pour acculturer les habitants. Loin de leur région d'origine, ils perdent leur enracinement à la terre et leur identité culturelle pour devenir seulement sujets de l'empereur Inca. Cet empire apparaît comme une machine à centraliser et intégrer, de gré ou de force. Il y a aussi une grande armée et, comme facteur d'unification, la figure de l'empereur Inca, le Sapa Inca, qui est considéré comme un être divin et qui est à la fois chef d'État et chef de la religion d'État. Officiellement, le Sapa Inca descend de Inti, le dieu du soleil et le protecteur de l'État Inca. Une croyance répandue dans l'Empire est qu'Inti descend lui-même du dieu créateur, Viracocha. Et donc le Sapa Inca est directement connecté à la création du monde lui-même. C'est un être extraordinairement important et précieux. Du moins, c'est comme ça qu'il est représenté et que la propagande impose cette figure. Donc rien n'est trop beau pour le Sapa Inca. Et c'est sous cet angle qu'il faut regarder la construction de Machu Picchu. La plupart des archéologues considèrent que plus qu'un centre de population, c'est une résidence construite pour l'empereur Pachacuti. Pachacuti, c'est une figure majeure de la dynastie Inca, parce que sous son règne, il étend beaucoup l'empire, et c'est lui qui le fonde d'une certaine façon. Il transforme le royaume de Cusco, qui était encore d'une taille assez modeste, en un empire beaucoup plus grand. À l'époque de Pachacuti, on est quelques décennies avant l'arrivée des Espagnols en Amérique du Sud. Les Incas se mettent à s'agrandir très vite. Leur population, leurs sujets, augmentent tout aussi vite avec les conquêtes. La dévotion à l'empereur est probablement extraordinaire, renforcée par ses succès. Et même si Cusco reste la capitale, l'empereur se fait construire cette résidence, cette retraite, à 80 km de sa capitale, de la même façon qu'un roi européen pouvait avoir une résidence d'agrément hors de sa capitale. Il n'y a pas de trace d'une occupation antérieure sur le site de Machu Picchu, et ça rend ce site d'autant plus intéressant, parce qu'il est édifié sur une période relativement courte. Il y a des ajouts sur plusieurs décennies, mais tout est fait en un pur style Inca. Il n'y a pas de mélange de styles. L'architecture Inca, c'est une architecture qui se distingue notamment par sa monumentalité et ses murs de pierre sèche et polie, c'est-à-dire des murs qui sont faits de pierres taillées, de différentes tailles et différentes formes, mais qui sont parfaitement ajustés. Machu Picchu a été utilisé pendant environ 80 ans, parce qu'il a fallu l'abandonner à cause de la conquête espagnole et d'une guerre civile qui faisait s'effondrer l'Empire au XVIe siècle. On ne sait pas ce qui est arrivé à ces résidents permanents. Peut-être qu'ils ont fui, ou qu'ils sont morts de maladie, comme la variole, maladie qui avait été introduite en Amérique du Sud lors de l'arrivée des conquistadors. Une introduction involontaire, mais dévastatrice. C'est la principale cause de mortalité des populations indigènes précolombiennes au XVIe siècle, bien plus que les combats. Une fois établie la domination espagnole, les cités incas sont répertoriées, et parfois elles continuent à exister,
elles sont transformées. Ce sera le cas de Cusco. Mais pas de Machu Picchu. Probablement parce que c'est un site très reculé et qu'il a été abandonné sans résistance. Il n'y a pas eu de siège ou de bataille autour qui l'aurait fait remarquer par les envahisseurs. Donc il n'y a aucune trace d'Espagnols ou d'Européens qui s'y seraient rendus avant le XIXe siècle, plus de 300 ans après. Et c'est pour ça que Machu Picchu peut être qualifié de cité perdue. C'est un endroit qui a été oublié par les descendants des Incas et ignoré par les Européens. Sans être inconnu de tous, parce que les habitants des villages situés à quelques kilomètres du site connaissaient son existence. Mais c'est resté longtemps un secret bien gardé. Alors, à quoi ressemble la vie à Machu Picchu, à l'époque de son occupation? Il semble que Machu Picchu ait été une résidence saisonnière de l'empereur, une sorte de palais d'été. Quand il est présent, il y aurait autour de 750 personnes autour de lui, sans doute sa famille, probablement des prêtres, une cour restreinte et des centaines de serviteurs et de gardes. Comme Machu Picchu est un endroit reculé, beaucoup de choses y sont produites sur place, à commencer par des aliments. Il y a des terrasses pour l'agriculture, des lamas et des alpagas pour leur laine et la production de viande, quelques chiens. Les terrasses agricoles sont assez élaborées. Comme ailleurs dans le monde, ces terrasses sont une façon de pratiquer l'agriculture sur un terrain en pente, montagneux. Et les Incas maîtrisent parfaitement la construction de terrasses et l'irrigation des cultures qui y sont pratiquées. Dans le cas de Machu Picchu, la pluie y est assez abondante. Donc le problème n'est pas d'apporter de l'eau aux terrasses, mais plutôt de la guider et de la drainer. Alors les terrasses sont conçues en plusieurs couches. Au fond, on place de grandes pierres. Au-dessus des pierres, du gravier, ensuite du sable, et enfin, au-dessus de tout ça, une couche de terre riche et fertile, transportée depuis la vallée en contrebas. Couche de terre qu'on aère en la remuant régulièrement. Avec cette structure, l'eau de pluie en excès peut ruisseler à travers les différentes couches et les humidifier en profondeur. Et s'il y en a trop, elle peut s'évacuer progressivement, au lieu de stagner à la surface de la terrasse ou de se perdre en ruisselant sans être absorbée. L'étude du site a révélé qu'il n'y avait pas assez de surface cultivable à Machu Picchu pour nourrir des centaines de résidents en même temps. Donc une partie des vivres était sans doute apportée des vallées environnantes. Mais on sait que des pommes de terre et du maïs sont cultivés sur place à l'époque. Ces terrasses entourent les bâtiments du site. Il y en a à peu près 200, répartis sur un terrain avec de nombreux dénivelés. Entre eux, il y a beaucoup d'escaliers qui permettent de passer d'un niveau à l'autre. Il y a une partie du site qu'on appelle le quartier résidentiel ou quartier populaire. C'est l'endroit où vivent les habitants de classe sociale inférieure. On y trouve beaucoup de maisons assez simples, et cette partie comprend aussi des bâtiments de stockage. Ensuite, il y a aussi une zone de maisons nobles, plus élaborée, qui comprend également un palais royal. Et séparés de ces résidences, on trouve plusieurs temples ou structures
ayant une fonction religieuse, notamment un temple du soleil. On le sait, on connaît la fonction de ce bâtiment, parce qu'il est similaire à d'autres temples du soleil dans les villes incas, y compris à Cusco. Le temple a une sorte de demi-tour, un espace semi-circulaire qui reste ouvert d'un côté, et il est construit dans un pur style inca du XVe siècle. Dans la moitié de cette demi-tour, qui comporte un mur, il y a des fenêtres qui visiblement ne sont pas placées au hasard. L'une d'entre elles est appelée la fenêtre du solstice. Au XVe siècle, cette fenêtre est alignée avec le soleil levant le jour du solstice. Plus aujourd'hui, parce que l'alignement change lentement avec le temps. Ce genre d'alignement révèle la connaissance astronomique des Incas. Ils savent à quel endroit vont être les objets célestes à différentes dates. Un autre exemple de ça, c'est la pierre Intihuatana, un des symboles de Machu Picchu, dont on pense qu'elle sert d'horloge astronomique ou de calendrier. On a trouvé beaucoup d'autres pierres similaires à travers l'Empire Inca. Elles sont toujours arrangées pour pointer directement vers le soleil au solstice d'hiver, et on pense que des rituels avaient lieu autour d'elles, ou près d'elles. Une hypothèse, c'est que les Incas croyaient peut-être ces pierres nécessaires pour guider le soleil dans son parcours annuel dans le ciel. Elles n'auraient pas été juste des instruments de mesure, mais aussi des ancrages, des balises, qui aidaient à préserver l'ordre du monde en guidant le soleil. Un autre lieu important de Machu Picchu, c'est un sanctuaire, une enceinte, appelée l'Inti Machai. Elle est utilisée au solstice d'hiver, celui de décembre, pour observer le soleil levant. Chaque année, les Incas célèbrent en décembre une grande fête, un festival du soleil. La célébration commence au début du mois et se termine le jour du solstice. Ce jour-là, précisément, les jeunes garçons sont initiés pour devenir des hommes adultes, pour quitter symboliquement l'enfance. Et on pense que le rituel d'initiation des jeunes nobles a lieu à l'Inti Machai. Ils se tiennent dans le sanctuaire et ils reçoivent la lumière du soleil levant à travers une galerie horizontale qui sert de fenêtre, un petit tunnel aligné pour que précisément ce jour-là, la lumière du soleil illumine le sanctuaire, ce qui ne se produit que quelques jours par an, autour du solstice, quand le soleil se lève dans cet alignement. On ne sait pas précisément comment Machu Picchu a été construit. L'ensemble a nécessité des milliers et des milliers de pierres taillées et parfaitement ajustées pour monter les murs. Ça semble un procédé fastidieux, et les Incas connaissaient bien d'autres façons de construire et d'autres matériaux. Alors pourquoi la pierre taillée et ajustée, sans mortier? Comme dans d'autres civilisations, la pierre est perçue comme plus prestigieuse et probablement vue comme plus esthétique. Elle est aussi durable. Beaucoup de monuments des Incas ont traversé les siècles presque inchangés, au moins leur partie en pierre. Mais un autre avantage de la pierre sèche et ajustée, c'est qu'elle résiste plutôt bien aux tremblements de terre. L'Empire dans son ensemble est situé sur une région sismique. Il longe la ceinture de feu du Pacifique, et l'architecture le reflète. Les pierres ajustées peuvent aussi un peu bouger quand le sol tremble, sans s'effondrer ni se craqueler
puisqu'il n'y a pas de mortier entre elles, qui les collerait les unes aux autres. L'élément antisismique se voit aussi dans les fenêtres et les portes. Souvent, elles sont légèrement trapézoïdales. Elles deviennent plus étroites vers le haut, ce qui leur donne une meilleure stabilité. Les murs aussi ont des détails qui aident à les stabiliser. Les coins, les angles sont arrondis et souvent ils utilisent des blocs en forme de L, comme pierre d'angle, pour solidariser les deux murs perpendiculaires qui partent d'un angle. Mais en tout cas, ce travail pour couper et apporter les pierres à Machu Picchu, c'est un chantier majeur, très important. Ces blocs ne sont sans doute pas venus de très loin, mais il faut quand même les monter le long d'un sentier jusqu'en haut. Je vous disais auparavant que les Incas n'utilisent pas la roue. Non pas qu'ils ne la connaissent pas, on a trouvé d'anciens jouets pour enfants qui ont des roues. Mais jamais ils ne font de chariots ou de wagons, ce qu'on attribue en grande partie au manque d'animaux pour les tirer. Ils n'ont pas de chevaux, ni de bœufs, et c'est peut-être aussi à cause de la topographie. Même si leur empire s'étend bien au-delà des seules montagnes, leur culture d'origine vient des hauts plateaux et des montagnes, où l'utilisation de la roue est bien moins praticable que dans des plaines. Donc les pierres de Machu Picchu doivent être poussées ou montées à dos d'homme par des centaines d'ouvriers sur plusieurs années. Après le lancement de l'invasion espagnole, la région de Cusco, le cœur de l'Empire, va être disputée entre ce qui reste des forces incas et les Espagnols, qui sont peu nombreux et qui ont du mal à contrôler toute cette région andine. Quand l'invasion commence, l'Empire inca s'effondre assez vite. L'essentiel est démantelé en quelques années. Mais il survit quand même un État inca bien plus petit, pour presque 30 ans, jusqu'en 1572. Juste avant l'arrivée des Espagnols, l'empereur sur le trône s'appelle Huayna Capac, et son fils parvient à établir un petit État dans le sud-est du Pérou, qu'on appelle l'État néo-inca. Ce fils, l'empereur Manco Inca Yupanqui, a été placé sur le trône par les Espagnols, en remplacement de son père. Ils veulent se servir de lui comme marionnette, justement parce qu'ils sont très peu nombreux et qu'ils ont besoin de l'administration inca pour contrôler cette région immense. Mais il se révolte contre eux et il entretient une résistance au sud du Pérou. Dans les années 1540, 50 et 60, les Espagnols renforcent leur contrôle de ce qui est aujourd'hui l'Équateur et le Pérou, avant de se tourner contre l'État néo-inca. Et finalement, en 1572, le dernier souverain de cet État, Tupac Amaru, est capturé et exécuté, ce qui marque vraiment la fin définitive de l'État inca. À cette époque, Machu Picchu a déjà été abandonné, mais comme c'est un endroit reculé, qu'il n'a pas d'importance stratégique particulière, et qu'il y a bien d'autres priorités, on ne s'y intéresse pas, et hors des environs immédiats, on finit tout simplement par l'oublier. D'autant plus facilement qu'assez vite la végétation reprend ses droits et submerge tout le site. C'est seulement 300 ans plus tard que des archéologues arrivent sur le site et ils réalisent son importance historique et culturelle. Ils sont aussi saisis par sa beauté. Et au XXe siècle, avec le défrichement et un peu de restauration,
Puis l'arrivée du tourisme, ça devient un symbole, une icône de ce que fut la civilisation inca. Pour notre deuxième visite de ce soir, on va aller en Afrique, plus précisément en Nubie, une région historique qui est pour la plus grande part au Soudan. Et là, on va s'intéresser aux origines de Méroé, la capitale du royaume de Kouch. De quoi est-ce qu'il s'agit? Pendant des siècles, le royaume de Kouch a été un État important qui a développé une culture avancée, entretenu des échanges avec le reste du monde et constitué une menace pour l'Égypte au nord, à tel point qu'au premier millénaire avant Jésus-Christ, Kouch a envahi l'Égypte et que pendant quelques générations, l'Égypte a eu des pharaons couchites, nubiens. Méroé est devenue la capitale de Kouch au VIe siècle avant Jésus-Christ. Elle a duré presque 1000 ans. Sur le site de Méroé, il y a plus de 200 pyramides qui ont l'air à la fois familières parce qu'elles rappellent l'architecture égyptienne qui les a inspirées, mais pas complètement habituelles non plus. Ce sont des pyramides nubiennes. Là encore, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut parler d'histoire, en l'occurrence celle de la région de Nubie. Vous savez qu'historiquement, l'Égypte était divisée en deux grandes régions. La Basse-Égypte, qui est au nord, c'est le delta du Nil, et la Haute-Égypte, au sud, la vallée du Nil. Mais la civilisation égyptienne s'est développée sur un tronçon relativement restreint du Nil, le long du segment le plus au nord. Au sud de la Haute-Égypte, il y avait encore des milliers de kilomètres de fleuves. La Nubie commence à la première cataracte du Nil. Il y a plusieurs de ces cataractes le long du Nil, qui sont des zones peu profondes, où la surface du fleuve est rompue par des rochers qui affleurent et qui provoquent des remous. Ça rend les cataractes difficiles ou impossibles à franchir en bateau. Les cataractes ont été numérotées par les Égyptiens. Donc la première est celle qui est la plus au nord, à l'extrême sud de l'Égypte. Au-delà, c'est la Nubie. Et la Nubie s'étend jusque là où se rencontrent les deux grands affluents du Nil, le Nil bleu et le Nil blanc. Ce lieu de confluence est proche de la ville de Khartoum, au Soudan. La civilisation s'est développée en Égypte en bonne partie grâce à la géographie et au climat. La terre était fertile, protégée par des frontières naturelles, avec de grands déserts de chaque côté. Mais au sud de la première cataracte, donc en Nubie, des conditions comparables existaient. Et là aussi, une culture, ou plutôt des cultures, ont émergé et également formé des États, fondé des villes ou construit des monuments. La civilisation la plus ancienne connue en Nubie est appelée la culture de Kerma, ou le royaume de Kerma. Et ses traces les plus anciennes apparaissent au troisième millénaire avant Jésus-Christ, autour de moins 2500. Kerma semble avoir prospéré jusque vers 1500 avant Jésus-Christ. Ses origines étaient dans le sud de la Nubie. Et au fil du temps, Kerma s'étend vers le nord, jusqu'à la première cataracte, où sa frontière finit par rencontrer celle de la Haute-Égypte. Pendant le Moyen Empire égyptien, c'est-à-dire environ 2000 à 1700 avant Jésus-Christ, il
il semble y avoir eu des échanges commerciaux assez intenses et parfois des conflits entre l'Égypte et la Nubie. Les Égyptiens convoitaient différentes ressources de la Nubie: l'encens, l'ivoire et encore plus l'or, parce que la Nubie avait des mines assez riches. Une bonne partie de l'or égyptien, au deuxième et au premier millénaire, vient de Nubie. Donc, que ça soit par le commerce ou pour en obtenir des tribus, les Égyptiens s'intéressent de près à la Nubie pour acquérir ses ressources et sécuriser leurs frontières du sud. Ils établissent des relations commerciales et parfois ils lancent des expéditions militaires quand ils le peuvent. Pendant le Nouvel Empire, ils conquièrent une grande partie de la Nubie et ils la gouvernent directement, autour de 1500 avant Jésus-Christ. C'est ce qui met fin au royaume de Kerma. Mais ils ont quand même du mal à la contrôler durablement. C'est une grande région, et ils y construisent des forts le long du Nil, mais ils n'arrivent pas à éradiquer définitivement les rébellions. Alors, quand le Nouvel Empire décline, à la fin du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, la Nubie retrouve son autonomie. Et dans le nord de la Nubie, juste au sud de la première cataracte, un nouveau royaume nubien apparaît. C'est le royaume de Couche. Ce terme de Couche, c'est le nom que les Égyptiens donnaient à la Nubie. Ce royaume s'établit au XIe siècle avant Jésus-Christ. Et comme il apparaît dans une région longtemps occupée par l'Égypte, mais l'Égypte s'est repliée, elle est en grande difficulté à cette époque, le royaume de Couche a beaucoup d'affinités culturelles avec l'Égypte. Elle l'influence beaucoup. On le verra avec l'architecture, mais pas seulement. La religion aussi est très marquée par l'Égypte. Les Nubiens de Couche, à cette époque, ont adopté le culte d'Amon, le dieu majeur de l'Égypte pendant le Nouvel Empire, surtout de la Haute-Égypte. Mais malgré cette influence, les Nubiens sont quand même différents des Égyptiens à plein d'égards. Leurs coutumes, leur langage sont différents, leur apparence aussi. Ils sont des Africains noirs, et dans les représentations des Nubiens faites en Égypte, on les distingue clairement par leur habillement, leurs animaux domestiques avec lesquels ils sont représentés, différents de ceux des Égyptiens. Jusqu'à leur mode de vie est différent. Comme les Égyptiens, ils dépendent du Nil pour leur agriculture, mais ils pratiquent beaucoup plus l'élevage que leurs voisins du Nord, avec beaucoup de bétail par habitant. Ils utilisent plutôt la laine que le coton ou le lin pour s'habiller. Et leur art et leur artisanat sont aussi différents. Ce royaume de Couche, donc à partir du XIe siècle avant Jésus-Christ, garde des liens étroits, culturels et commerciaux avec la Haute-Égypte, à tel point qu'il finit par la dominer. Au début du premier millénaire, l'Égypte a éclaté. Elle n'est plus unifiée, et elle est entrée dans une décadence dont elle ne sortira plus. Et au 8e siècle avant Jésus-Christ, un roi de Couche, appelé Kashta, devient aussi roi de Haute-Égypte, apparemment pacifiquement. Son influence a fini par atteindre Thèbes, Ouasset, comme l'appelaient les Égyptiens, l'ancienne capitale du Nouvel Empire. Et il revendique la couronne de Haute-Égypte, sans opposition apparente. Son successeur, Pillé, envahit le nord, le delta, la Basse-Égypte,
si bien que les souverains couchites finissent par contrôler toute l'Égypte. Alors ils font ce qu'ont fait d'autres envahisseurs avant eux. Ils se proclament pharaons et ils fondent une nouvelle dynastie. Cette dynastie, la 25e dynastie égyptienne, est connue aussi comme la dynastie nubienne ou l'empire couchite, et elle dure pour un peu plus d'un siècle. Elle disparaît quand l'Égypte est à nouveau envahie, cette fois par l'Est, par les Assyriens venus de Mésopotamie, qui conquièrent Haute et Basse-Égypte. La domination assyrienne ne va pas durer longtemps. Une rébellion interne les chasse, et son leader devient pharaon à son tour, Psamtik Ier, le premier de la 26e dynastie. Donc après un siècle de domination, les rois nubiens sont expulsés d'Égypte, et l'empire de Couche redevient le royaume de Couche. Dans leur élan de reconquête contre les Assyriens, les Égyptiens derrière Psamtik entrent en Nubie, et ils mettent à sac la capitale de Couche, Napata, qui est au nord de la Nubie. Ils finissent par partir, par être repoussés, et la Nubie se libère. Mais cette capitale, Napata, est quand même dangereusement proche de la frontière, avec de l'autre côté des Égyptiens hostiles. La ville a été pillée. Alors les rois de Couche décident de fonder une nouvelle capitale, bien plus au sud que Napata. Et c'est comme ça que Méroé est fondée, au VIe siècle avant Jésus-Christ, au sud de la Nubie, entre les 5e et 6e cataractes du Nil. Il semble que le choix du site de Méroé ait été dicté par la distance avec l'Égypte, mais aussi par le climat et les ressources. En s'enfonçant vers le sud, la région est moins désertique, il y a des forêts, et aussi du minerai de fer à proximité. Très utile parce que depuis l'Égypte qui est passée à l'âge du fer, les Nubiens ont appris à substituer le fer au bronze. Et enfin, c'est une bonne position pour le commerce et les échanges. En plus de l'axe nord-sud, formé par le Nil, vers l'est, il y a un accès pas trop éloigné à la mer Rouge, et vers l'ouest, à d'autres bassins fluviaux, comme celui du fleuve Niger. Ce choix du site a en tout cas sans doute été le bon. Parce que même s'ils ont perdu le trône d'Égypte, les souverains de Couche vont prospérer depuis leur nouvelle capitale pendant plusieurs siècles, et elle va se transformer en une ville importante. Les historiens ont divisé l'histoire de Méroé en différentes périodes, qui couvrent un total de presque 1000 ans, entre le 6e siècle avant Jésus-Christ et le 4e siècle de notre ère. Pendant les 2 premiers siècles, on observe un certain équilibre entre Napata, l'ancienne capitale, au nord, et Méroé, la nouvelle, au sud. Équilibre qui se reflète notamment dans l'emplacement des tombes des nobles. Ces tombes se partagent entre les 2 villes. Mais de plus en plus, le centre de gravité de Couche bascule vers Méroé. C'est là que se font enterrer tous les rois et les dignitaires de Couche. Et on voit aussi, grâce à l'archéologie, Méroé se transformer en une capitale économique, alors que l'importance de Napata devient surtout religieuse. C'est là que le principal temple d'Amon est situé. Les habitants de Couche, à cette époque,
ont un panthéon qui mélange dieux nubiens et égyptiens. De leur proximité très ancienne avec l'Égypte et de leurs siècles passés à la diriger, les Koushites gardent une forte influence culturelle égyptienne. Et une chose qui l'illustre, c'est qu'ils se mettent à construire des pyramides. Mais les Nubiens se mettent aux pyramides très longtemps après que les Égyptiens aient construit les leurs. Les plus grandes pyramides égyptiennes, celles qui ont été construites pour des pharaons, datent de l'Ancien Empire, au troisième millénaire avant Jésus-Christ. En Égypte, cette pratique s'interrompt pour les souverains. Et par exemple, tous les pharaons du Nouvel Empire ont des tombes souterraines, très soignées mais beaucoup moins ambitieuses quand même. Pour autant, même si les pharaons et leurs reines ont arrêté les pyramides, elles n'ont pas complètement disparu après l'Ancien Empire. Au Nouvel Empire encore, les familles de l'élite en construisent de petites, qui marquent l'emplacement de leurs tombes. Et c'est cette pratique aristocratique que les Nubiens adoptent. Ils avaient aussi évidemment vu les énormes pyramides au nord de l'Égypte. Et au 8e siècle avant Jésus-Christ, ils commencent à construire les leurs, reprenant cette ancienne tradition. Les pyramides nubiennes ont une forme différente de celle des Égyptiens. Leur base est assez étroite, mais elles ont une pente plus raide, elles sont plus pointues. Et elles atteignent de 6 à 30 mètres de hauteur. De tous les sites où ces pyramides nubiennes ont été construites, c'est Méroé qui en a le plus de 200. Et d'ailleurs, au total, en quelques siècles, les Nubiens vont construire plus de pyramides que les Égyptiens ne l'ont jamais fait. Certes, elles sont plus petites. Il n'y a pas de pyramides géantes comme celles de Gizeh ou de Saqqara. Mais des dizaines de rois, de reines et de nobles nubiens vont avoir leurs pyramides. Après la fondation de Méroé, l'Égypte reste très instable. La 26e dynastie tombe à son tour. Et cette fois, c'est à cause de l'invasion des Perses, l'empire achéménide, qui est suivi de celle des Grecs, avec Alexandre le Grand. Puis il y a la période ptolémaïque, avec ses souverains d'origine grecque. Et enfin l'invasion romaine. Les relations de Kouch avec l'Égypte et ses différents maîtres sont parfois conflictuelles, en particulier avec les Romains au 1er siècle. Les deux côtés envoient des expéditions pour aller piller de l'autre côté de la frontière, jusqu'à ce qu'un traité de paix soit signé. Mais en dehors de ces périodes de guerre, Kouch et Méroé vont tirer leur prospérité du commerce, et en particulier de celui du fer. En plus des produits nubiens traditionnels, comme l'or et l'ivoire, le fer est exporté à relativement grande échelle pour l'époque. Parmi les témoignages de ce commerce entrant et sortant de Nubie, on y a retrouvé des produits indiens et chinois de cette époque, arrivés probablement soit par la mer Rouge, soit via l'Égypte, par l'ancienne route de la soie. Les pyramides sont les principaux vestiges de Méroé, parce qu'elles sont construites en pierre, plutôt qu'en briques ou en bois. Mais ce ne sont pas les seuls vestiges. Il y avait de grands temples, eux aussi inspirés de l'architecture égyptienne, des palais et des centaines de maisons. Le royaume de Kouch décline à la fin de l'Antiquité, vers 300 après Jésus-Christ. Là où les raisons de cette chute ne sont pas très bien connues.
il a pu y avoir un déclin agricole et économique à cause de la désertification. Aussi peut-être des luttes intestines, et enfin également des guerres. Il est possible qu'au IVe siècle, Méroé ait été prise par un voisin, le royaume d'Aksum, un royaume éthiopien qui a existé entre le IIe et le Xe siècle. À une date inconnue, mais certainement au IVe siècle, Méroé est abandonné et les pyramides commencent à s'ensabler lentement. Via l'Égypte, le christianisme avait atteint la Nubie, également au IVe siècle, et des petits royaumes chrétiens apparaissent sur l'ancien territoire de Kouch, alors que l'Égypte est toujours une province romaine, qui fait partie de l'Empire romain d'Orient, de Byzance. Les envahisseurs suivants de l'Égypte sont les Arabes, qui avec eux amènent l'islam. L'islam entre en force en Égypte, et il arrive jusqu'en Nubie, mais il ne s'y diffuse que très lentement, notamment parce que ces royaumes christianisés de Nubie le contiennent, et ces royaumes durent encore plusieurs siècles. D'ailleurs en continuant à faire des affaires au nord avec l'Égypte. C'est plus tardivement, durant le Moyen Âge, que l'islam s'impose en Nubie. Une époque où le site de Méroé est déjà déserté depuis des siècles et effacé des mémoires. Méroé est tout de même mentionné dans des textes grecs qui appellent Kouch l'Éthiopie. Dans un épisode récent, je vous ai raconté les aventures de Persée, qui l'amène jusqu'en Éthiopie, où il sauve Andromède. Cette Éthiopie des Grecs, ça n'est pas l'Éthiopie moderne, même si elle est proche, le nom lui a été attribué ultérieurement. C'est le pays qui est au sud de l'Égypte, le royaume de Kouch. Il nous reste encore une visite à faire pour terminer le voyage que je vous avais promis. Cette troisième histoire va nous amener plus loin à l'est, sur l'un des sites urbains les plus anciens qu'on connaisse, un site qui reste largement mystérieux, celui de Mohenjo-Daro. Ça veut dire « le monde est mort » dans la langue sindhi, parlée au sud du Pakistan. Pour approcher les ruines de cette ville très ancienne, il faut parler de la culture, ou plutôt de l'ère civilisationnelle qui l'a construite. La civilisation de la vallée de l'Indus. Je vous ai parlé dans beaucoup d'épisodes de ce qu'on appelle les berceaux de la civilisation. Ce sont les régions où, de façon autonome, des civilisations urbaines, avec des États, des villes, une société complexe, sont apparues. La vallée du fleuve Jaune, en Chine, la Mésopotamie, la vallée du Nil, la Mésoamérique, la région andine en Amérique du Sud. Il y en a une autre, qui est la vallée de l'Indus. L'Indus, c'est un fleuve qui prend sa source dans l'Himalaya et qui se jette dans l'océan Indien, en traversant le Pakistan moderne. Et au Néolithique, il joue un rôle similaire à celui du Nil ou du Tigre et de l'Euphrate en Mésopotamie. Sur ces rives, grâce à des conditions favorables, une agriculture productive se développe. Le niveau de vie s'élève, et à l'âge du bronze, des cités déjà anciennes y prospèrent. Cette civilisation de l'Indus occupe un espace assez étendu, et elle laisse des vestiges qu'on trouve aujourd'hui au Pakistan, en Inde, et jusqu'en Afghanistan, au nord.
Les premières traces de cette civilisation datent du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Elles sont contemporaines de ce qu'on a observé en Mésopotamie et en Égypte. Et d'après les vestiges qui ont été identifiés et étudiés, cette civilisation atteint sa maturité entre moins 2600 et moins 1900, au moment où règnent les premières dynasties égyptiennes. Il est fort possible qu'à cette époque, les villes de l'Indus aient été plus grandes que celles d'Égypte ou de Mésopotamie. Mohenjo-Daro, dont on va parler, ou une autre ville appelée Harappa, aurait eu à cette époque entre 30 000 et 60 000 habitants. C'est une estimation à prendre avec précaution, parce qu'elle est seulement fondée sur l'étude de leur emprise territoriale et leur habitat, mais ça donne un ordre de grandeur. Ces chiffres, des dizaines de milliers d'habitants, c'est énorme pour le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Parce que pour les nourrir, ces villes, il fallait une grande zone agricole autour d'elles, avec des villages et une administration qui assure le contrôle et la circulation des ressources produites par les paysans. Dans l'historiographie de l'Antiquité et l'archéologie occidentale, la vallée de l'Indus a été longtemps un peu négligée. On en parle bien moins que de la Mésopotamie ou de l'Égypte. Sans doute parce que c'est plus loin, et que notre vision de l'Antiquité, en Méditerranée et au Moyen-Orient, est très influencée par la tradition gréco-romaine, et l'espace le plus étudié va plutôt jusqu'à la Perse. Même si l'existence de l'Indus était connue des Grecs et des Romains, l'Empire perse s'était étendu à la région de l'Indus, et des voyageurs grecs en ont ramené des témoignages. Alexandre le Grand aussi a atteint l'Indus, mais à une période, au 1er millénaire avant Jésus-Christ, qui est longtemps après le déclin des grandes villes comme Mohenjo-Daro. Donc jusqu'au XIXe siècle, en Europe, on ne saisit pas que quelque chose de similaire à la Mésopotamie s'est joué dans la vallée de l'Indus. Le travail de fouille qui va révéler Mohenjo-Daro commence seulement dans les années 1920. Et même s'il va révéler une très grande ville ancienne, une grande partie de la ville est toujours enterrée aujourd'hui. Comme on manque de sources, on ne sait pas exactement si Mohenjo-Daro était la capitale d'un grand État ou une cité-État plus petite. On ne sait pas qui la gouvernait, ni comment. De même qu'on ignore beaucoup de choses sur la culture et la société qui y vivait. Donc c'est une grande ville vieille de plus de 5000 ans, sans autre information sur elle que les objets qu'on y a trouvés et son urbanisme. C'est peu, mais ils permettent quand même de formuler des observations et des théories sur cette ville. Peut-être que le plus impressionnant, c'est son urbanisme, justement. Le plan est visiblement très pensé. Elle a un plan en forme de damier, quadrillé, avec des rues qui se croisent à angle droit et des bâtiments qui respectent ce plan. Donc elle ne s'est pas développée de façon anarchique. Au contraire, elle a été pensée dès l'origine, ou alors à un moment elle a été reconstruite pour la rendre plus rationnelle et esthétique. Les bâtiments y étaient construits essentiellement en briques cuites, avec du mortier, et ils avaient sans doute des superstructures en bois qui ont aujourd'hui disparu. L'organisation de la ville suggère aussi qu'elle abritait une société assez complexe. Il y a une ville haute, construite sur une plateforme surélevée, faite en briques, qui a des bains publics et une énorme structure résidentielle
qui aurait pu abriter environ 5000 personnes, avec des salles assez vastes, probablement pour s'y réunir. Pour cette raison, on appelle cette partie la citadelle, et on suppose qu'elle a pu avoir une fonction militaire ou politique, ou les deux. Après, il y a aussi ce qu'on appelle la ville basse, où auraient vécu des dizaines de milliers de personnes, avec un grand marché central, un grand puits central, et plein d'autres puits, qui permettaient à chaque foyer d'en avoir un à proximité. Les eaux usées sont canalisées vers des drains, des caniveaux, qui longent les rues principales. Et certaines maisons y sont directement connectées, maisons dont on suppose qu'elles abritaient des personnes de statut plus élevé, plus riche. Donc la ville a une sorte de système d'égout, même s'il est à ciel ouvert. Dans ces maisons connectées aux égouts, on trouve aussi des pièces en plus, peut-être des bains. Elles comportent également des cours intérieures. Et même, dans l'une d'entre elles, un foyer souterrain, une sorte de chaudière qui aurait pu servir à chauffer l'eau. Ce genre de raffinement et d'urbanisme avancé existait dans l'Antiquité, dans des villes grecques et romaines. Mais 2000 ans plus tard, il n'y a pas d'autre exemple au monde d'une ville du 3e millénaire avant Jésus-Christ avec ce type de caractéristiques. Mohenjo-Daro a aussi des fortifications sur certains de ses côtés, des tours de garde, mais on n'y a pas trouvé d'enceinte avec des murs autour de la ville, comme dans d'autres cités plus petites de l'Indus. Ça pourrait indiquer que la ville n'était pas trop menacée par des conflits, ou que sa défense était assurée par une grande armée. C'est pour ça qu'on peut l'imaginer comme capitale d'un État plus étendu, mais ça n'est pas prouvé. À part la structure de la ville, beaucoup d'objets trouvés sur le site fournissent aussi de l'information sur cette société ancienne. On y a trouvé des figurines d'argile, des outils en pierre et en bronze, des sceaux, pas les récipients, des sceaux comme empreintes, comme emblèmes, également des balances avec leur poids, ce qui indique probablement qu'il y avait une certaine standardisation des poids et des mesures. Également des bijoux, dont certains sont précieux, en or et en jaspe. Différents fourneaux indiquent que le travail du métal y était répandu. Et plus généralement, on trouve beaucoup de signes d'un artisanat assez développé et varié. Il y a un quartier qui semble avoir été dédié à des ateliers qui travaillaient avec des coquillages. Là encore, c'est une information intéressante, parce que Mohenjo-Daro est loin de la mer. Donc ces coquillages devaient être importés ou amenés sur place, à travers des liens commerciaux. Ou alors la zone d'influence de la ville s'étendait jusqu'à l'océan Indien. Les habitants avaient une écriture qui a été trouvée sur des sceaux et sur des tablettes de cuivre, mais elle n'a jamais pu être déchiffrée. Une statue, une idole, qui semble représenter une déesse mère, a aussi été trouvée. Ce type de divinité était une croyance répandue au Proche-Orient. Et on sait qu'il y a eu des contacts entre la Mésopotamie et la vallée de l'Indus, à l'époque où Mohenjo-Daro était peuplée. Une autre sculpture découverte dans les ruines a été appelée le prêtre-roi, même s'il n'y a pas de preuve que la ville ait été gouvernée par des rois ou des prêtres, c'est spéculatif. Mais cette statue représente sans doute une figure d'autorité. On peut le déduire à partir de sa barbe bien taillée et de ses vêtements ornementés. Pour des raisons elles aussi inconnues, Mohenjo-Daro est abandonné autour de 1900
avant Jésus-Christ, à une époque de déclin généralisé de la civilisation de l'Indus. Ce déclin aurait pu être causé par des inondations ou parce que la région n'arrivait plus à soutenir une ville aussi étendue. En tout cas, après cette époque de déclin, du début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, l'ère des grandes villes dans la vallée de l'Indus se termine, pour longtemps. La civilisation de l'Indus s'éteint, et les grandes villes réapparaîtront plus tard, quand d'autres civilisations arriveront et s'installeront, probablement sans savoir que ces ruines anciennes autour d'elles sont celles de certaines des plus anciennes cités au monde. C'est la fin de notre épisode. Si vous n'avez pas sommeil, vous pouvez en choisir un autre dans la bibliothèque des rêves et partir pour un autre voyage. Ou alors vous pouvez garder les yeux fermés, vous laisser aller et vous endormir. Je serai bientôt de retour avec un nouvel épisode. Alors d'ici là, dormez bien, faites de beaux rêves. Au revoir.